It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Oh, it's the end of the world as we know it. And I feel fine. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une catégorie bien particulière d'œuvres en SF, celle relatant de la fin du monde. Alors, je vous vois venir, je sais, ça a un nom et on appelle ça le post-apo. Oui, mais pas tout à fait. Là où le post-apo se passe après la chute de la civilisation telle qu'on la connaît, je ne souhaite pas me concentrer que sur ça, mais également sur le pré-apo, sur ce qui se passe avant, et aussi ce qui se passe après, et bien sûr pendant le in-apo. Un gros morceau, alors je vous propose d'attaquer direct. Le post-apo est un des plus grands genres de la science-fiction, et sûrement celui que beaucoup de gens préfèrent. Déjà, une petite définition s'impose. Le post-apo désigne une œuvre qui se passe après la chute des civilisations humaines telles qu'on les connaît à l'échelle globale, mais avant que toute autre forme de civilisation ne se soit reconstruite. Une distinction importante, je pense, car sinon, elle engloberait des livres et des films qui n'ont vraiment rien à voir avec le schmilblick. Et on a déjà assez à voir comme ça. Traditionnellement, The Last Man de Mary Shelley est considéré comme le premier livre de post-apo, comme quoi cette brave Mary a fait quand même beaucoup pour la pop culture moderne et aussi pour le genre. Mais le genre a véritablement pris son essor bien plus tard et sur tous les supports médiatiques, que ce soit dans la littérature, au cinéma ou dans les jeux vidéo. Plongeons-nous dedans. Dans cette catégorie, nous placerons tous les films et livres qui se passent avant une crise majeure. Et même si ce genre paraît relativement restreint, il y en a beaucoup, je vous assure. Deux grandes œuvres pour illustrer le pré-apo, Soylent Green et Children of Men. Dans Soylent Green, nous nous retrouvons dans un 2022 désespérément proche de nous, où la famine et la pauvreté font rage, et où la société est au bord de l'asphyxie. Les ressources naturelles ont été épuisées suite à l'industrialisation intensive. La répression des forces de l'ordre est forte, et des émeutes éclatent régulièrement à cause du manque de nourriture. Les citoyens sont poussés à se suicider. Tout ce qui fait tenir la population sont les barres nutritives de la société Soylent, sorte de pastilles nutritives industrielles fabriquées à partir de plancton ou de soja, dont une nouvelle, le soleil vert, beaucoup plus rassasiante, vient de sortir et est régulièrement en rupture de stock. William Simonson, un des cadres de la société Soylent, est retrouvé mort et le détective Thorne, incarné par Charlton Heston, mène l'enquête. Après de nombreuses péripéties dans une tentative d'assassinat et la mort de son ami Sol, Thorne découvre, spoiler, que les crématoriums à l'extérieur de la ville appartiennent en fait à Soylent et le soleil vert est créé à base des cadavres. Le plancton est en effet disparu depuis longtemps et l'anthropophagie est la base même de l'alimentation humaine. Une fin glaçante qui met tout de suite l'ambiance dans les chaumières. Dans le même genre, on peut aussi penser au magnifique Children of Men où, en 2027, encore une fois terriblement proche de nous, tout le monde est devenu infertile, offrant donc un futur bien sombre pour l'humanité. Theo Farren, ancien journaliste, se retrouve contraint d'aider son ex-femme, Julianne Taylor, interprétée par Julianne Moore, à aider une jeune réfugiée nommée Key. On apprend après plusieurs péripéties que Key est enceinte, et le groupe terroriste mené par Julianne souhaite l'emmener aux Açores, où un ensemble de scientifiques souhaite trouver un remède à l'infertilité. Julianne est tuée dans une embuscade, et Theo prend Key sous son aile, l'aidant même à accoucher jusqu'à se faire récupérer par le Human Project, alors que Theo meurt de fatigue et des suites de ses blessures. Une fin en demi-teinte, mais des plus sublimes. Techniquement ici, comme on le voit avec ces deux œuvres, l'apocalypse en soi n'a pas encore eu lieu, mais on y voit s'y dessiner ses prémices. Guerre civile ou totale, famine, maladie, oppression variée, bref, on n'y est pas encore, mais c'est pour bientôt. On attaque là quelque chose que j'aime beaucoup, les œuvres qui se passent pendant l'apocalypse. Je mets des gros guillemets bien sûr, vous comprenez pourquoi. Ici, on peut faire face à deux types d'œuvres. Les films de catastrophes, et puis en fait, les autres.
Bon, je passe sur les films catastrophes. Vous connaissez tous la filmographie de Roland Emmerich, et de toute façon, ce n'est pas le plus intéressant. Dans le In Apo, nous faisons face à la manière dont les individus et populations survivent à l'apocalypse ou à des événements cataclysmiques pendant leur déroulement. C'est le cas de Seven Eves par exemple, un de mes livres préférés qui sera d'ailleurs le thème, spoiler, de ma prochaine vidéo. Alors restez abonnés, cliquez sur la cloche, tout ça. C'est aussi le cas dans le très controversé Phénomène de Shyamalan, où les plantes sécrètent une sorte d'enzyme qui rendent les gens suicidaires, ou encore dans le même genre du début de Bird Box. En fait, bon nombre de livres ou de films catégorisés comme du post-apo sont en fait du in-apo. L'effondrement ne s'est pas encore fait, ou que partiellement, et on y vit vraiment l'apocalypse. Par exemple, nous pouvons citer Le Fléau de Stephen King, qui fait beaucoup penser à notre vague récente de Covid, ou encore le très chouette film Contagion de Steven Soderbergh, où on vit à travers une épidémie de grippe aviaire avec différents personnages et leurs expériences. Le début du livre Ravage de René Barjavel peut aussi entrer dans cette catégorie. Dans l'in-apo, nous sommes souvent confrontés par les auteurs et les cinéastes à des questions et thèmes très durs. L'animalité de l'homme est révélée parfois de manière très crue, et assister à l'effondrement de la société telle qu'on la connaît est un exercice qui se révèle délicat et révélateur. Bon, je crois que vous êtes là véritablement pour ça, alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Le post-apo est probablement un des sous-genres de SF les plus connus par le grand public, et est très souvent associé à la dystopie, bien que beaucoup de dystopies soient en fait plus proches du pré-apo. Dans le post-apo, donc, le monde tel qu'on le connaît s'est effondré et c'est la merde. C'est là que ma distinction du début est importante. Prenez la saga Silo de Hugh Howey, dont le premier livre, Wool, a fait beaucoup parler de lui. Et très sincèrement, je vois vraiment pas pourquoi. Mais là n'est pas la question. Très souvent, il a été considéré comme du post-apo, mais ici ce n'est pas le cas, puisqu'une nouvelle forme de société a été reconstruite. Par contre, dans World War Z, nous avons déjà parlé, le monde est au choix sur l'adaptation prise, soit juste en reconstruction, soit encore en galère, donc ça reste du post-apo. Nous avons déjà parlé de I Am Legend, ainsi que de livres comme La Route ou Cantique pour Leibowitz dans de précédentes vidéos, mais rassurez-vous, il nous reste de nombreux exemples pour illustrer ce qu'est le post-apo. Bien sûr, quand on parlait du post-apo, sans mentionner le maître ultime du genre, Mad Max, ou son pendant aquatique pour lequel j'ai une énorme affection, Waterworld. Mais pour changer un petit peu, je vais enfin parler d'un animé sur cette chaîne, et vous présenter le post-apo avec Evangelion. Neon Genesis Evangelion, Shinseiki Evangelion en japonais, est un animé écrit par Hideaki Anno, qui en a inspiré d'autres grands noms tels que Pacific Rim. Pour la petite histoire, en 2000, une catastrophe appelée Second Impact a rayé l'Antarctique de la carte, fait basculer la Terre et a provoqué la mort de 2 milliards de personnes ainsi qu'une nouvelle guerre mondiale. En 2015, où l'histoire commence, les humains ont surmonté ces événements dramatiques, mais des mystérieuses créatures géantes, appelées les anges, sont apparues et tentent de détruire Tokyo 3, la nouvelle ville forteresse du Japon. Afin de les contrer, l'organisation secrète NERV a développé Evangelion, ou EVA, des géants humanoïdes d'apparence mécanique. Ikoji Shinji, à 14 ans, est convoqué à Tokyo à l'invitation de son père, le directeur de la NERV, qu'il n'avait pas revu depuis 10 ans, et destiné à conduire l'EVA et à participer à la bataille contre le troisième ange, le premier d'une longue série. Evangelion a été une série très importante et pilier du genre mecha, qui désigne des robots géants, et a été un tel renouveau dans la culture populaire japonaise qu'il a inspiré de très nombreuses œuvres, jusqu'à même l'urbanisme de Tokyo. Voilà, j'ai enfin parlé d'un animé, merci à toi Salbourg pour ton aide, sa chaîne sera en description. Et bien sûr, comment ne pas faire un petit tour du côté des jeux vidéo, avec des opus comme The Last of Us ou Fallout, deux gros cartons du jeu. Évidemment, côté littérature, il y en a à foison en dehors de se mentionner, avec par exemple The Time Machine, qui en est un des premiers exemples, mais aussi étrangement beaucoup de livres français, comme Maléville de Robert Merle, décrivant une France rurale après un bombardement nucléaire, ou Les Derniers Hommes de Pierre Bordage et Niurk de Stéphane Wool. Cocorico les gars. Bien sûr, certaines œuvres, comme Seven Eves, Maléville ou encore Contagion, peuvent être placées dans les trois catégories. Toutes couvrent les trois époques, pré, in et post-apocalypse. Et l'idée ici n'est encore une fois pas de débattre pour savoir quelle étiquette correspond mieux à tel livre ou à tel film. Le post-apo et ses sous-genres permet une critique de la société moderne et les dérives de celle-ci, ainsi que les risques associés à plusieurs problématiques, comme la corruption, le réchauffement climatique ou la surpopulation. Des thématiques toujours très dures et complexes qui offrent de nombreuses directions et possibilités aux auteurs et aux scénaristes, ainsi qu'un vrai background aux histoires.
Si le post-apo a un côté très définitif, cruel et triste, il n'est pour autant pas dénué d'espoir et d'un charme certain. En fait, le post-apo réveille souvent un vrai besoin de retour à la nature et aux choses plus simples. Qui ne s'est jamais émerveillé devant des images de villes englouties sous des plantes? Peut-être que ce genre d'histoire nous permettrait d'apprécier un rythme de vie peut-être un petit peu plus lent et une autre vision des choses avant que notre vie ne devienne une apocalypse. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur la fin du monde. J'ai cru que j'y arriverais jamais parce que pour être honnête, j'ai déjà filmé cette vidéo une autre fois, mais j'ai eu des petits soucis techniques de micro, donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour celle-ci. Merci beaucoup à tous pour votre soutien sous mes dernières vidéos, ça me fait vraiment énormément plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, je n'aime pas vraiment dire ça, mais on m'a conseillé de le faire, donc je le fais. N'hésitez pas à partager aussi si c'est un sujet qui vous intéresse ou vous pensez que ce sujet pourrait intéresser d'autres personnes autour de vous. Si jamais vous avez des idées de vidéos ou des films ou des livres dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir discuter avec moi sur Twitter et sur Instagram. Je vous dis à dans 2 semaines et en attendant, à bientôt dans l'univers.